Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un grand honneur de vous retrouver de nouveau dans les cadres de cette émission. Les détails de cette émission qui commente, analyse et décrypte l'actualité qui reste dominée par cette élection des gouverneurs, émaillée de quelques contestations, notamment dans la province du Congo central. Vous avez suivi la sortie médiatique de Diom Mindongala, un jeune candidat gouverneur également à ce poste, mais qui a échoué et qui crie à la corruption des députés provinciaux. Il en appelle donc à l'annulation de cette élection. On va essayer de revenir autour de cette question. L'actualité, c'est aussi la loi électorale dont les débats continuent encore de poser problème au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi hier les rapporteurs du bureau de l'Assemblée nationale qui a fait une déclaration pour dire que les débats vont se poursuivre même à l'absence de l'opposition. Quelle est la réaction du côté de la population? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur les propos tenus par le président de la République lors de son passage à Abidjan, le président qui a fustigé la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, mais aussi les niveaux de l'enseignant congolais, des propos qui ont suscité de la polémique. On va essayer de revenir autour plutôt de cette question durant cette émission. On ne va pas aussi oublier les changements qui ont intervenu au niveau de la Cour constitutionnelle, le président de cette juridiction, Dieudonné Kalouba, qui est obligé donc de rendre l'établier après avoir été tiré au sort. Est-ce que c'est une guerre politique comme l'écrivent certains analystes? On en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau M. Wilson Munzemba qui est analyste politique, communicateur, pas de l'Union sacrée, mais du président de la République. Allez-y comprendre. Bienvenue. Merci beaucoup Hervé. Merci La Profondeur TV. Je crois que nous allons décrypter ensemble les informations que vous venez de donner tout à l'heure là. Les Congolais ont besoin de la bonne information. Comme je l'ai toujours dit, une information potable. Et je crois que c'est l'exercice que nous allons nous employer tout à l'heure là pour que nous puissions donner la bonne interprétation de ce qui se passe comme information dans notre pays. Comment allez-vous? Oui, on tient. C'est vrai qu'il y a un peu de maux de tête. J'étais un peu trop préoccupé par rapport à tout ce que je fais comme travail. Mais on tient. Dieu est merveilleux. Sinon, la politique congolaise, est-ce que ça évolue? Est-ce que ça promet? La politique promet, mais vous savez, dans une société humaine, il y a toujours des embûches. Il y a un moment donné, vous pouvez avancer. À un moment donné, vous rencontrez des difficultés. Mais nous sommes appelés à trouver des solutions. À tout problème, il y a toujours une solution. Quitte à l'homme dont le problème est arrivé, puisse trouver une solution, soit palliative ou une solution qui est durable, afin que la société puisse continuer à fonctionner normalement. Très bien. Alors on va parler de l'actualité qui reste dominée par ce qui s'est passé hier au niveau de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kalouba a été tiré au sort. Il est donc obligé de rendre l'établier. Et nous apprenons même qu'il est déjà remplacé par un certain, c'est encore qui les Mukamuleta, voilà. Est-ce que c'est une guerre politique comme certains proches du professeur Kalouba tentent de décrier de décrypter la question, ou vous pensez que c'est un exercice constitutionnel qui a abouti justement à cette résolution? C'est mal connaître la procédure. C'est ce qui est le plus grand défaut chez un Congolais, où il ne connaît pas les contours d'une question qui touche aux sensibilités, mais il veut émettre un avis. Tous ne sont pas constitutionnalistes, tous ne sont pas juristes non plus, et tous ne sont pas aussi pédagogues ou quoi que ce soit, ou mécaniciens. Donc chacun de nous devrait plutôt donner un avis par rapport à une formation qu'il a déjà acquis. Mais prenons le cas de Dieudonné Kalouba. Si aujourd'hui vous me dites qu'il y a les proches près de Dieudonné vont faire des déclarations ou vont donner une position donnée, je regrette beaucoup. Quand Dieudonné est passé comme président de la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas donné des avis. Pourquoi seulement aujourd'hui, si Dieudonné est choisi parmi tant d'autres? C'est son jour, et puis il a fait ce qu'il a fait, ça lui suffit. Il est écrit dans les annales de la République démocratique du Congo. Je crois qu'en toute honnêteté, comme un homme scientifique, je ne vois pas le mal. Mais plutôt par rapport à la procédure. Moi, je crois que c'est... Est-ce que la procédure a été respectée? C'est une démarche constitutionnelle. C'est bien prescrit dans la Constitution congolaise, dans son article 158, dans son alinéa, je crois, 3, si j'ai une bonne mémoire, qui demande qu'il y aura
tirage au sort. Un tirage au sort à chaque fin de 3 ans. Oui, tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Or, les mandats de membres de la Cour constitutionnelle va de 9 ans. Et à chaque 3 ans, on va procéder à un changement. Alors, c'est une démarche qui est tout à fait noble. Et moi, je vois très mal que les gens commentent cela dans les négatifs. C'est plutôt connaître que dit la loi par rapport à cette situation. Est-ce que la loi a été bien dite? Est-ce que la manière dont nous voulons donner l'interprétation cadre avec l'esprit des législateurs? Et en dehors de ça, la loi, il y a aussi des lois organiques. Dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, nous le savions que dans son article 9, comment on procède pour soit la nomination, soit l'élection d'un magistrat, d'un haut magistrat, qui est le juge de la Cour constitutionnelle. Et si aujourd'hui les gens doivent s'en prendre, mais je crois que quand vous avez vu les communiqués du greffier principal de la Cour constitutionnelle, il a répondu aux exigences de la Constitution dans son article 158. Est-ce que les gens n'ont-ils pas raison aussi pardon, de décrier la manière dont les choses se sont passées? Parce que vous allez ici vous rappeler que quelques jours avant les tirages au sort en question, le journal Jeune Afrique a bel et bien écrit que Dieudonné Kalouba doit quitter la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas aussi cette information publiée bien avant par Jeune Afrique qui a aussi dérangé au niveau de l'opinion? Ça, c'est propre aux Africains. Ils mettent toujours les chariots devant le bœuf. Et quand Jeune Afrique publie, on le croit. Mais si c'était vous, Hervé, qui publie, on ne vous croit pas. Voilà une attitude que moi j'ai toujours condamnée sur la communication de la République démocratique du Congo. Prenons le cas ici, quand Jeune Afrique avait publié. Moi, je vois très mal. Quand on avait choisi de donner Kalouba, est-ce que Jeune Afrique a publié? Est-ce que quand aujourd'hui il s'est fait que dans les tirages au sort, c'est le nom de Kalouba qui est sorti, est-ce que le pays ne peut que continuer à marcher que si Kalouba est là? Kalouba a remplacé un mandat, ça vous le savez. Le problème ici, c'est qu'on a dépouillé les tirages au sort de son côté, je dirais, mystique. Parce que les tirages au sort, c'est avant tout une surprise. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne sait pas qui va être. Non. Jeune Afrique ce sont des intentions. Vous aviez à un moment donné, savoir déjà ce qui doit moi venir, en tant que journaliste, l'investigation, je peux aussi taper sur un dossier dans ce sens-là, vous savez. Vous jetez les dés et puis ça tombe que effectivement la manière dont vous avez réfléchi par rapport à l'information, ça donne ces résultats-là. Il y en a beaucoup. Mais par contre, quand je regarde cette histoire, moi je crois que c'était la démarche qu'on a respectée de la Constitution. Je vois très mal que ça tombe seulement sur des données. Mais attends, vous savez que les FCC, dernièrement, les FCC, ils ont demandé que qu'on puisse revoir la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, je crois que la substance de cette demande-là est en train d'être mise en péril. Donc je ne vois plus pourquoi on doit revenir sur cette demande-là. Je reviens encore. L'AMICA et les autres réclamaient, ah non, Félix Tshisekedi a torpillé la bonne marche de la Cour constitutionnelle. Et voilà aujourd'hui, la même personne dont tout le monde réclamait son départ, il se fait que Dieu a entendu les prières d'un Congolais, parce qu'un seul Congolais qui était au moins honnête, que Dieu a entendu pour une fois. Et voilà, dans le côté mystique dont vous m'appelez là, dans le côté mystique, c'est plutôt la personne qu'on devrait tirer, c'est lui. On a tiré 3 juges, en réalité. Malheureusement, paix à son âme, le juge Mungulu qui a rendu déjà l'âme, qui est au-delà, qui est arrivé que parmi les 3 juges, et lui au moins qui est déjà parti. Donc, il y a aussi un autre juge, Prince. Mais c'est parmi eux qu'on a... Pourquoi vous n'avez pas cité qu'on a tiré ces princes-là que vous me citez là? Non. Moi, je crois que c'est la malhonnêteté intellectuelle. Si une démarche est noble, je crois que tous nous devrons avoir ce comportement d'être sincères et véridiques. Et la côté sincérité, c'est ce que moi, je crois que nous manquons. Et si nous pouvons avoir cette culture-là de dire la vérité et rien que la vérité, comme nous le faisons entre toi et moi maintenant là, très bien. Ça sera une bonne Alors chose. je vous pose une question qui taraude l'esprit de quelques Congolais. Selon plusieurs analystes, j'ai suivi sur ces matins plusieurs débats sur différents plateaux de télé, les gens
des analystes comme vous qui essayent un peu de pousser les réflexions un peu trop loin. Voilà ce qu'ils disent. Voici ce qu'ils disent. Dieudonné Kalouba est aujourd'hui victime, je dirais, de sa constance. Il a été poussé à l'erreur dans les dossiers Matata Pogno. Le pouvoir en place voulait à tout prix la condamnation de Matata Pogno. Et Dieudonné Kalouba restait attaché aux principes qui constituent les droits, s'est opposé à votre souhait ou à votre demande, raison pour laquelle aujourd'hui il en paye les prix. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je crois que je ne saurais même pas commenter d'abord la décision de justice qui a été rendue par rapport à Matata Pogno. Mais moi, je me pose toujours une question. Qui a été là où s'est passé ce que vous me racontez aujourd'hui? Ce sont des allégations fausses. Des analystes comme vous. Non, mais attends. Des gens qui ont des entrées dans les salons. Je ne peux pas commencer à donner une information de caniveau. Moi, je crois que je dois donner une information qui est justifiable et qu'on peut aussi investiguer sur cette information-là. Si aujourd'hui, M. Matata dit que son juge naturel n'est pas la Cour constitutionnelle, où est le problème? Et quand aussi la Cour déclare qu'il est incompétent pour statuer sur une question. Moi, je l'ai toujours dit, vous allez vous rappeler dans d'autres émissions qu'on a tenues avec vous, le juge naturel de M. Matata, c'est le procureur de la République près de la Cour de cassation. C'est lui le juge naturel de Matata. Ça a toujours été ça, depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, la personne qui est mieux documentée par rapport au dossier Matata, c'est le procureur près de la Cour de cassation. Ça a toujours été ça. Mais comment est-ce que c'était arrivé que la Cour constitutionnelle puisse interpeller M. Matata? C'est là où je trouve qu'il y a anguille sous roche. C'est là où je trouve qu'il y a anguille sous roche. Donc, je me vois très mal à s'inscrire sur l'aspect dont tout le monde a tenu pour dire que M. Matata devrait être jugé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas là pour juger de faits et entrer par rapport à un dossier comme celle-là de gestion. Ça, c'est encore un problème. La Cour est là pour expliquer plutôt ce qui est entré à la Constitution. Ça, vous le savez. Mais il est le juge naturel du chef de l'État et du Premier ministre en fonction par rapport à la trahison et d'autres délits. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une manigance. C'est à ce niveau-là qu'il y a manqué un peu de tact au niveau de la justice congolaise. Donc, cher ami, moi, je me vois très mal de patauger sur quelque chose où, en âme et conscience, je l'ai toujours dit, les juges naturels de M. Matata, c'est la Cour de cassation. Très bien, on va évoluer. Donc, je me vois très mal pour en parler. Alors, on va quitter la Cour de cassation pour parler cette fois-ci de l'Assemblée nationale. Les débats sur la loi électorale se poursuivent. Il y avait blocage, l'opposition avait séché les différents travaux. On a renvoyé les députés pour aller travailler en commission. Alors là encore, les choses n'ont pas tourné comme ça devrait se faire. Alors, conséquence, le rapporteur de l'Assemblée nationale a signé un communiqué pour dire que les débats vont se poursuivre même à l'absence de l'opposition. Est-ce que nous ne sommes pas là sur la voie de créer des contestations bien avant même la tenue de l'élection proprement dite? Hervé, vous vous souviendrez, une fois je vous ai dit, les Congolais préparent permettez-moi, excusez-moi, c'est un chef d'État qui a été avec nous pendant 18 ans. Je ne peux que citer son nom. Allez-y. Dis-moi, dans un État où aujourd'hui chacun sait que s'il y a quelque chose à discuter, nous avions un Parlement. Et dans ce Parlement-là, il y a les deux chambres. Et dans les deux chambres, c'est là où peut tourner les discussions par rapport à quelque chose et entrer à la nation. Je prends les cas. Si on doit discuter la loi électorale, par rapport à quelle loi, vous faites référence à quelle loi de la République qui dit que nous devrons discuter des questions et entrer aux élections en dehors des institutions. Mais M. Mbosso l'a dit. C'est peut-être que les gens ne comprennent pas l'esprit Mbosso. Et Mbosso n'a interprété que... Mbosso est accusé de tout mot aujourd'hui. Non, mais parce que les gens ne veulent pas être honnêtes envers soi-même. Non, les gens ne veulent pas être honnêtes envers soi-même. Il n'a pas caporalisé l'Assemblée nationale. M. Mbosso a bien expliqué aux élus du peuple que lorsqu'il y a une question qui touche aux intérêts
de la nation, ça devrait être discuté dans les institutions. Et il a invité aussi plus loin pour dire que tout celui qui a des idées, tout celui qui a des propositions, des suggestions, d'aller au niveau de la commission PAJ pour remettre, même vous, si vous avez des idées par rapport à ça, vous pouvez aller au niveau de la commission PAJ, vous posez votre problème, vous défendez cela, et puis s'il faut qu'on puisse prendre cela en considération, on va le faire. Mais non, il ne faut pas commencer à instrumentaliser la tête de M. Mbosso pour dire que voilà, M. Mbosso a pris une position, c'est lui qui bloque, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Non, ce sont les intentions et les humeurs des gens. Ça, moi, j'ai dit ça comme ça. Ce sont les intentions et les humeurs des gens qui ne comprennent pas que l'État doit continuer. Et nous avons des institutions démocratiquement élues. Nous devons faire confiance à notre Parlement. Alors, quelle est la position que Mbosso doit prendre actuellement pour essayer de gérer un peu avec beaucoup plus d'intelligence ces questions? Vous croyez qu'il n'a pas de tact? Ni t'était ça. Cette assemblée n'allait pas exister aujourd'hui. Lorsque nos amis qui sont venus du FCC, que vous aimez bien dire, ils ont fait la transhumance, ils sont venus avec leurs idées préconçues pour venir vers une blanchisserie. Mais alors ils se sont retrouvés. Non mais attends, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? C'est mal connaître le Congo. Comment ça? C'est mal connaître le Congo. Ce qui est vrai aujourd'hui, tous ceux qui ont cru que l'union sacrée ou faire la transhumance, c'est une blanchisserie, ils se sont retrouvés nulle part. C'est ce qui a été fait. Willy Bakonga a été gracié. C'est quelqu'un qui a été condamné. Mais ce n'est pas le Parlement. Est-ce que c'est le Parlement? C'est l'union sacrée. C'est la justice. Il est aujourd'hui dans l'union sacrée. Non, non, il faut faire la séparation des pouvoirs. Willy Bakonga était libéré, c'est par rapport à la procédure qu'on a suivie. Moi, je n'en sais pas trop là-dessus. Un détourneur des fonds publics peut être éligible à la grâce présidentielle. Est-ce qu'il était arrêté par rapport au dossier de détournement de fonds? Non. Il n'était pas arrêté par rapport à ça. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ce qu'on reprochait à Willy Bakonga, c'est le fait de traverser avec l'argent plus que ce qu'on demande par rapport à nos frontières. C'est ça. C'est une tentative de détournement. Non, mais attends, ce n'est pas un détournement. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas ça le détournement. Ce n'est pas ça la situation du détournement de fonds. C'est quoi alors? Je crois que c'était le blanchissement d'argent. On revient alors sur la loi électorale. Comment ça doit se passer? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des actions des terrains ou des actions des rues qui sont envisagées. Vous avez suivi la semaine passée, la MOUC a été sur terrain et on a même enregistré quelques cas de blessés, des interpellations. Comment on doit gérer cette question aujourd'hui? Est-ce qu'on ne risque pas de revenir encore vers les années 2015? Non, non. Aujourd'hui, nous sommes dans l'état des droits. C'est une école, une grande université qui Antoine Félix qui a ouvert, qui a beaucoup des aléas. Et puis, les gens ont mal confondu d'abord l'avènement de l'état des droits. Ils croient qu'avec l'état des droits, il y a le libertinage. Ça, c'est de un. Dites-moi, hier ici, lorsque l'Église a quitté l'opposition, ils n'ont pas eu le courage de faire le marche. Aujourd'hui, parce qu'ils se sont ralliés, l'Église catholique est là, l'Église protestante est là avec les Milapro. Il y a maintenant le FCC transhumé en opposition qui est dans la rue. Et l'AMICA. L'AMICA aujourd'hui, apparemment, c'est. L'AMICA d'ailleurs sont divisés aussi, c'est scindé là-dedans. Donc, par cette affaire. Est-ce que je dois faire confiance dans de telles démarches? Je ne pense pas. Nous n'allons pas revenir sur les années 2015-2011, que nous savions qu'il y avait des marches ensanglantées ici. Donc, les temps diffèrent. Je crois que c'est la démocratie. S'ils ont des réclamations à faire, ils peuvent le faire. Alors, on continue de parler de cette question de la loi électorale. Alors, il faut aussi rappeler que l'entérinement de Denis Kadima et l'ensemble de son équipe avait posé déjà un problème. Alors, aujourd'hui, les débats au niveau de l'Assemblée nationale dérangent déjà. Il y a l'opposition qui a claqué la porte. Les travaux qui devraient normalement se poursuivre au niveau des commissions posent encore des soucis. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour sortir de cette impasse? Quelle est la meilleure thérapie? La meilleure thérapie, c'est aimer le Congo. C'est ça la meilleure thérapie. Mon cher ami, l'histoire du Congo nous dit que plus d'une fois, l'opposition en RDC sortait dans la salle. On n'allait pas avoir les élections en 2011. Avec la tête l'UDPS. Avec la tête, c'était l'UDPS à l'époque. On n'allait pas avoir des élections en 2011, en 2006, en 2011 et en 2017. 2018 qui est tombé en 2019. Donc, si nous devons continuer sur cette lancée-là, nous n'allons pas aider la République. Aujourd'hui, nos amis du FCC, ils ont quitté l'hémicycle
Mais en même temps, ils sont en train de siéger dans des commissions permanentes. Non, mais vous jouez avec qui? Ça, c'est moquer du peuple. Vous me parlez par rapport à la CENI de Denis Kadima. Mais écoutez, qui a organisé les élections des gouverneurs aujourd'hui? Ce n'est pas Denis Kadima? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça? C'est à peine quelques 2-3 points sur 14 provinces qu'on a organisées, à peine peut-être 2 ou 3 provinces qui créent des petits problèmes. Le Congo central, alors, mais enfin, est-ce que nous devrons continuer à attendre quand vous venez avec le même agenda pour bloquer seulement la bonne marche de la République? Nous disons que Félix Tshisekedi est resté avec une année et demie ou 2 ans qui sont restés. Laissez-lui terminer son mandat et donnons-lui la chance d'aller au deuxième mandat s'il faut le faire. Alors, quand les gens commencent à confondre la nécessité de la République qui est l'intérêt général par rapport aux infamies personnelles, qui est les intérêts personnels, dit-on, à ce moment-là, nous confondons la République par rapport aux individus. Donc, aujourd'hui, nous avons vu des élections organisées par la CENI. C'est passé d'une manière sereine. Des élections organisées au suffrage indirect. Mais évidemment, ce sont des élections. Qu'est-ce que vous appelez ça? Ce sont des élections. Il n'y a pas assez de contestations. Mon cher, il n'y a pas assez de contestations. Donc, ça s'est passé d'une manière transparente. C'est ça. S'il y avait plus de contestations, à ce moment-là, on allait dire que Denis Kadima nous a déjà démontré qu'il est incapable. Donc, pour moi, j'ai dit, bravo, nous tendons vers de bonnes choses. Alors, qu'est-ce que Mbosso, comme président de l'Assemblée nationale, doit faire ou poser comme acte pour essayer de ramener tous les députés autour d'une table afin qu'on puisse décider sur l'issue de cette question de la loi électorale? La première thérapie était que Mbosso a proposé que tout le monde revienne à l'hémicycle. Deuxième thérapie, Mbosso demande tout celui qui a des avis, suggestions ou propositions d'aller au niveau de la commission PAG. C'est pas fermé. Vous savez que c'est public, dans les commissions, même les publics peuvent aller avec une proposition. Et vous les défendez devant les députés. À ce moment-là, ils peuvent prendre en considération. Mais les G13 nous ont déjà proposé les canevas. Où est le problème? Vous allez voir les idées que le G13 a émises par rapport aux 23 propositions de Martin Fayulu, ça entrechoque. Ce sont les mêmes choses. Où est le problème? Qui a copié sur l'autre? Bon, ça, je me réserve le droit de le dire parce que, est-ce que qui a protégé ça aussi par rapport à ça? Il n'y a pas eu une protection par rapport aux idées. Donc, je me vois très mal. Laissons les choses aller de l'avant. Acceptons ce qui est là devant nous. Si vous trouvez que vous êtes lésé, vous n'êtes pas capable d'aller aux élections en 2023, faites une déclaration comme l'a fait l'IDPS en 2006 pour dire que nous n'irons pas aux élections, allez-y aux élections et la loi de la majorité va rester. Très bien, on reste toujours dans les chapitres des élections, mais cette fois-ci on va parler de l'élection des gouverneurs qui a été organisée dans 14 provinces à problème. Il y a 12 provinces où l'élection, où les résultats ont été déjà définis dès les premiers tours. Il y avait 2 provinces où les 2 candidats devraient se départager au deuxième tour, c'était la Tchopo et le Congo central. Mais le problème, c'est au niveau de la province du Congo central. Vous avez suivi la déclaration de Diomi Ndonga là, qui a dit clairement qu'il va mettre la province dans une situation d'ingouvernabilité. Parce qu'il y avait corruption, il en appelle d'ailleurs à l'implication du président de la République pour annuler l'élection. Je ne sais pas au nom de quelle loi le président va annuler une élection. Comment vous analysez à ce jour les propos de Diomi Ndonga? Est-ce que c'est de la frustration ou c'est de la corruption, comme il a dit, vraiment sans embâche? Il faut établir d'abord les responsabilités par rapport à une CIA corruption. Comment expliquez-vous parler de la corruption? Vous n'avez pas présenté des preuves. Il faut rester en justice pour qu'il y ait des enquêtes. Des pots de vin si on a touché des pots de vin, mais vous savez, d'autre part, il y a aussi d'autres qui ont dit que M. Dieu a corrompu le gens à 4 000 $. Et ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a des preuves? Ça se passe comme ça? Non, non, non. Il y a des députés qui vont aller percevoir je crois que nous devrons aussi gérer nos émotions. Après un cycle électoral ou bien après un concours, vous n'avez pas réussi. Il faut savoir gérer aussi vos émotions, avoir des retenues. M. Diomi Ndonga là, c'est un grand frère pour moi. Mais je crois que c'était inopportun. Parce que si aujourd'hui, lui commence à réclamer pour dire qu'il y a eu la corruption, il n'a pas cité une personne. Il demande que la justice puisse faire des enquêtes par rapport à ça. Vous savez que pour faire remonter les indices probants de la corruption, ce n'est pas facile. Alors,
moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, mais c'est plutôt qu'il revienne au bon sens et qu'il soit aussi rationnel lui Il aussi. va mettre la province dans une situation d'ingouvernabilité. La province ne lui appartient pas. Il est qui pour mettre la province? Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce sont des propos que je condamne fermement. Nous voulons le développement de la province du Congo central qui a pris du recul par rapport à Lualaba, par rapport à dans les Tanganyika. Le Congo central était déjà plus développé qu'aujourd'hui. Et suite, toujours aux frustrations, toujours aux mécontents, aux querelles politiques, aux querelles byzantines, que je dois les appeler comme telles, et qui n'a pas de sens, qui n'a pas de fondement, la province n'a pas avancé. Et aujourd'hui, s'il commence à nous rencontrer des bobards, je m'inscris en faux contre lui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi lieu, à travers peut-être les votes de la loi électorale, de réfléchir comment faire basculer l'élection des gouverneurs comment on appelle ça encore, du suffrage indirect au suffrage direct? Parce que vous avez suivi ici, avec l'élection des sénateurs, on a connu pratiquement le même problème jusqu'à ce que les présidents puissent demander, je crois, à la CENI ou la Cour constitutionnelle de surseoir un peu cette élection. L'UDPS qui a 12 députés provinciaux ici à Kinshasa, mais qui a été incapable d'élire même un seul sénateur. Est-ce qu'on doit continuer comme ça à donner tous ces avantages aux députés provinciaux, élire pour nous les gouverneurs par moments incompétents, et élire pour nous des sénateurs? Je ne sais même pas si vous connaissez un seul sénateur élu pour les comptes de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on ne doit pas aussi pousser la réflexion trop loin pour voir comment changer les modes d'élection des gouverneurs et même des sénateurs? C'est la loi. Moi, je crois que c'est une bonne proposition. C'est pour cela que M. Mosso a invité les gens d'aller à la commission PAJ. Mais tu sais que j'ai encore une brèche que je vais ouvrir. Peut-être que c'est dans le même ordre d'idées. Je me dis, lorsqu'il y a des élections, telles que les élections qui viennent de s'opérer maintenant, normalement, c'est la continuité du mandat des anciens gouverneurs. Mais plus loin, les élections se sont déroulées de la même sorte que les élections avant le départ des autres gouverneurs. Donc, nous disons, est-ce que lorsqu'il y aura les élections générales pour les gouverneurs, ils seront encore élus? Parce que normalement, quand on devrait les élire pour un mandat de 5 ans. Exactement. Donc ça, c'est encore l'écueil qu'on devrait plutôt commencer à réfléchir. Et moi, je crois que la réflexion est fondée par rapport à ça. S'il faut ramener les élections des gouverneurs au suffrage direct, ce n'est pas mauvais. Et revoir aussi déjà que les constituants puissent commencer déjà, ou les législateurs puissent commencer déjà à réfléchir dans les jours à venir comment concilier ou bien comment juguler lorsqu'il y a l'élection d'un gouverneur mi-mandat. Donc ça sera une bonne chose. Je pense qu'il y a aussi lieu de pousser aussi les députés provinciaux à avoir un peu beaucoup plus de maturité. Parce que par moment, il y a des motions... Mais c'est la démarche ce sont des démarches qu'on doit faire. Ce sont des démarches qu'on doit faire au niveau de leurs partis politiques, de leurs formations politiques. C'est l'éducation politique. On doit apprendre aux gens que, écoutez, la corruption est mauvaise, la concussion, c'est pas bon, le clientélisme, ça, ce sont des pratiques patriotiques qu'on doit enseigner au niveau des partis politiques. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons les enseigner à nos députés et sénateurs. Au niveau de l'Union sacrée, qu'est-ce que vous faites déjà pour essayer de moraliser un peu les députés provinciaux? Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Vous dites ça pourquoi? Non, je ne le nie pas, mais je vous dis, je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Je soutiens les actions du chef de l'État. Moi, je soutiens les actions du chef de l'État. Quand ça marche, je dis ça marche. Quand ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Et c'est ça ma liberté. Je ne peux pas être dans les paniers à câbles où chacun veut plutôt faire avancer ses opinions. Moi, j'ai la liberté des raisonnements et puis je soutiens les actions du chef de l'État. Lorsque ça marche, quand ça ne marche pas, j'interpelle le chef de l'État. Parce que le chef de l'État nous a demandé d'être exigeant auprès de lui. Matata Ponyo, candidat président en 2023, il a lancé déjà son parti. Leadership et gouvernance pour les développements. L'homme est déterminé en tout cas à imposer la rigueur dans la gestion de la chose publique à travers sa prochaine élection. Malheureusement, il n'est pas un modèle par rapport à la gestion de la chose publique. Oui, il n'est pas un modèle. Il a fait des exploits quand mais non, allez, où sont passées les 1000 écoles promis pour la République chaque année? Où sont passés l'investissement sur Bukanga Alonso? Où sont passés
tout ce qu'il avait promis pour les constructions. Transco est là, Congo Airways est là, la bancarisation. Congo Airways n'est pas la société d'État. Les stades municipaux, vous les Congo Airways n'est pas la société d'État. Transco, il y a eu des embûches, vous connaissez. Aujourd'hui, on est. Oh, mais attends, Matata n'est pas un modèle de gestion. Je me vois très mal. S'il a des ambitions démesurées pour être candidat président. L'enfant préféré des institutions de Bretton Woods? Non, non, je ne pense pas. Et que parlerons-nous de King Wadondo? Non, Matata n'est pas un modèle. Je le répète, les Congolais ne seront pas naïfs de lire que Matata président de la République. Je m'en moque. L'homme qui arrive au bureau à 5 h du matin? L'homme qui détourne l'argent pour la Bukangalonzo? Ça n'a jamais été prouvé. Voilà. Pour qu'il soit honnête envers lui-même, il doit faire la lumière sur la gestion de Bukangalonzo. Est-ce qu'il revient à lui de le faire ou à la justice congolaise? Oui, ça revient à lui. Non, comment ça? Par honnêteté intellectuelle. Pour la justice? Par honnêteté intellectuelle. Nous savions. Il vous a déjà dit à travers plusieurs conférences qu'il n'a jamais géré ses fonds. Je suis désolé. Pourquoi on les cite nommément? Je suis désolé. Il doit répondre à la justice. Très bien, on va terminer l'émission. Il ne peut pas défier la justice. Il n'a jamais refusé de répondre à la justice. D'ailleurs, il était en Guinée. C'est l'arrogance qui lui pousse à le dire. Il était en Guinée, il avait écourté son séjour pour revenir ici et répondre à la justice. Vous n'avez jamais réussi à lui prouver qu'il était réellement impliqué dans les détournements de fonds alloués au projet Bukangalonzo. Il y a ténèbres et lumière dans cette affaire. Mais il ne revient pas à ma tête de faire la lumière. Je suis désolé. Très bien, on va terminer l'émission par les propos du président de la République à Abidjan, le président qui a fustigé la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il a évoqué les niveaux trop bas de l'enseignant congolais. Ces propos ont dérangé certains Congolais qui estiment qu'il n'y avait pas lieu d'aller faire ces déclarations à l'extérieur du pays. Alors qu'ici, à l'intérieur, le président a même demandé aux journalistes, lors, je crois, des assises sur les états des lieux de la communication, je crois, le président a demandé aux journalistes de promouvoir la bonne image du pays. Mais lorsque le président lui-même va en Côte d'Ivoire et déclare que l'enseignant congolais, l'éducation au Congo, les niveaux est trop bas, est-ce que c'est assez logique de sa part? Non, mais attends, c'est la manière d'interpréter d'abord le message du chef de l'État. Est-ce que, première question, quand est-ce qu'on lui a posé la question? La question était dans une causerie entre la communauté congolaise et le chef de l'État. Vous voulez que le chef de l'État puisse mentir la communauté congolaise? Le chef de l'État a évalué et il a dit il y a encore à faire. Il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi vous prenez seulement le message du chef de l'État par un point donné? Il faut commencer, il dira ceci, je répète fidèlement, il dit c'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être faits par rapport à l'enseignement parce que nous avons constaté que l'enseignement congolais est trop bas. Parce que l'enseignant congolais est dans de mauvaises conditions. Il a énuméré un certain... L'enseignant congolais lui-même n'a pas aussi des niveaux. Non, mais attends, les niveaux dont il parle, parlons les cas, par exemple, quand nous devons parler des questions environnementales. Dites-moi, par rapport à notre enseignement aujourd'hui, est-ce que nous parlons des questions environnementales aujourd'hui? Pourquoi les gens veulent seulement comprendre un message dans le mauvais sens? Il a parlé de cela par rapport au savoir, par rapport aux avancées scientifiques. Mais qu'est-ce que lui, comme président de la République, 3 ans au pouvoir, a déjà mené comme réforme pour essayer de relever aussi ces niveaux de l'enseignement trop bas? On n'a jamais eu un ministère numérique ici. Donc, il veut... Ça a apporté déjà quoi, voilà, ce ministère? Voilà. Non, mais attendez, vous voulez les résultats? Vous voulez les résultats, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais les performances, vous n'en avez pas besoin. Aujourd'hui, au moins, nous savions que nous avons un ministère numérique ici. Et dans ce ministère-là, on n'en sait rien. Mais enfin, c'est ça le mal du Congolais. Nous devrons quand même, à un moment donné, nous enquérir qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a des Congolais qui ont fabriqué des portables, des téléphones portables. C'est grâce à ce ministère? Non, ce sont des innovations technologiques. Mais ça n'a rien à voir avec il faut promouvoir cela. Alors qu'est-ce qu'on a fait déjà? Mais justement, c'est là où on a demandé au ministre de l'Industrie et de la promotion de l'industrie de promouvoir les inventions congolaises. Et ça, ce sont des innovations qu'on est en train d'amener. Il a promu déjà combien? Non, moi je me réserve le droit de vous dire quand même. Vous êtes journaliste, vous pouvez aller plus loin que ça. Alors,
qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour essayer de relever les niveaux de l'enseignement? C'est pratiquement un phénomène. L'État doit prendre ses responsabilités. Le président de la République. L'État doit prendre ses responsabilités devant... Non, d'abord les sociales des Congolais, les sociales de l'enseignant. C'est vrai qu'on a augmenté à 30%, bientôt à 45%. Si aujourd'hui l'enseignant est mieux payé, pas bien payé, hein, est mieux payé, je crois qu'il aura la conscience tranquille d'enseigner. Si moi je suis né, je suis un enfant d'un enseignant, mon père m'a envoyé dans des grandes études, dans des grandes formations pour apprendre. Je l'ai eu parce que mon père était bien payé. C'est ce que nous demandons à l'État, plutôt de revoir le social du Congolais à travers les enseignants, les fonctionnaires de l'État, les militaires, les infirmiers, les médecins. Ce sont les corps qu'on doit prendre soin, afin que des mois après demain, quand un enseignant se présente devant un élève, qu'il ait quand même la mémoire calme. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de penser à la refondation du système éducatif congolais? On est resté trop attaché à des pratiques assez archaïques. Oui, c'est bien. On continue à apprendre aux élèves étudiants congolais seulement à lire et à écrire. On nous apprend pas comment la recherche. Non, on nous apprend. Donc, s'il vous plaît, vous n'allez pas vous moquer du Congolais aujourd'hui. Lorsque les Congolais sont en train d'inventer, est-ce que vous l'encouragez? Vous, les professionnels des médias, est-ce que vous faites la promotion de tous ces gens-là? Lorsque les enfants congolais arrivent à monter une tablette, est-ce qu'on en parle? Je vis avec les défilés des élèves ici, avec le ministre de l'EPST, des enfants arriver à démarrer un moteur à combustion sur place. Une fille qui conduisait même un tracteur. Non, elle m'a donné quand même, vendons quand même la bonne image de notre pays. Mais le président ne vend pas cette bonne image du pays. Le président a évalué, mon cher ami. Est-ce qu'il doit le faire en Côte d'Ivoire? Mais devant les Congolais, il n'a pas fait ça devant d'autres personnes. Il a fait devant les Congolais. Pourquoi ne pas prendre des mesures qui vont justement permettre à ce que notre enseignement ou le niveau de notre enseignement puisse... Les mesures sont là, c'est la pratique qui pose problème. Et ce n'est pas le président qui doit aller vers les ministères, vers l'inspectorat, vers les services. Non, s'il vous plaît, faisons la part des choses. Pourquoi ne pas sanctionner ces ministres qui ne font rien? Non, mais attends. Prenons le cas du ministre des enseignements primaires et secondaires. C'est un travail de titan quand même. Je ne parle pas de lui. Non, mais c'est parmi les ministres qui sont là où on doit dire aujourd'hui s'il y a la gratuité, au moins, il fait un bon travail. Le ministre des infrastructures, nous voyons des routes qui sont en train de fléonner par-ci, par-là. Alors, on a félicité le ministre des Finances qui fait un bon travail par rapport au régime financier. Tout ça. Gilles Lalinguette. Entre autres aussi. Pourquoi vous avez du mal à commenter sur Gilles Lalinguette? J'ai toujours dit Gilles Lalinguette fait un bon travail, mais sauf que la procédure qui pose problème. Très bien, on a terminé l'émission. Alors en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire comprendre à ces Congolais qui pensent que les présidents vend une mauvaise image du pays à l'extérieur? J'inviterai tous les Congolais à avoir l'habitude d'abord de bien suivre une information. Il ne faut pas prendre une information dans une de ses parties. Il faut suivre l'intégralité de cette allocution du chef de l'État devant la communauté congolaise. Il ne l'a pas dit à d'autres personnes. Il a parlé venant d'une question qui provient de nos frères qui sont à l'extérieur. Plus précisément à Abidjan. Et le président a dit, c'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être ménagés par rapport à l'enseignement et à la gratuité de l'enseignement. C'est un exercice qui n'est pas facile, à peine commencé. On doit apprendre à être aussi patient par rapport à une action qu'on est en train de mener. On ne mène pas une action, un projet, du coup, avec tout ce qu'on doit avoir comme réussite. Mais c'est vrai, on peut partir d'un tâtonnement avec des essais-erreurs et à la fin, on a un résultat. Donc, le président n'a pas critiqué la République, le président a plutôt évalué le niveau de l'enseignement et de l'enseignant congolais, ainsi que l'environnement, y compris comment ça fonctionne. Et nous demanderons aussi au chef de l'État d'aider l'enseignant congolais à avoir tous les moyens possibles. En dehors de l'enseignant, nous avons des médecins, des militaires, des policiers, les infirmiers, toutes les couches de la population a besoin qu'aujourd'hui le social du Congolais puisse changer. Et c'est ce que nous demanderons
nous aussi, la population, d'aider les chefs de l'État. Cette émission est complètement terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.